Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce 5e épisode de Good Visa, je reçois Victoria pour un épisode pas comme les autres. Victoria est née au Kazakhstan. Elle va nous raconter avec beaucoup d'émotion l'histoire de son pays et de ses ancêtres. Laissez-vous emporter par les anecdotes de Victoria, qui vous expliquera avec passion son amour pour ce pays des steppes. Le bien-être passe aussi par la prévention et la sensibilisation. À l'occasion d'Octobre Rose, Victoria a généreusement accepté de témoigner avec son histoire. En effet, à l'âge de 30 ans, Victoria découvre qu'elle est malheureusement atteinte du cancer du sein. Elle va nous raconter une partie de son parcours. C'est une belle leçon de résilience que nous livre Victoria. Pour finir, nous parlerons d'un sujet surprenant, le crochet. Longtemps stigmatisé comme étant une activité pratiquée par les personnes âgées, le crochet revient à la mode, même pour les plus jeunes, avec plein de bienfaits. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Victoria. Bonjour Camille. Écoute, je suis ravie de te recevoir dans cette émission aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et petit clin d'œil à cet ami en commun qui a eu la super bonne idée qu'on t'invite sur le podcast. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avec tes propres mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et peut-être nous rajouter un petit fun fact sur toi que tout le monde ne connaît peut-être pas. Oui, encore une fois, merci Camille de m'avoir invitée. C'est un vrai honneur. Je suis très contente, c'est mon premier podcast, donc je suis vraiment contente de participer à cette nouvelle aventure. Je suis Victoria, donc j'ai 32 ans. Je suis allemande. Je pense qu'on peut l'entendre avec mon petit accent. C'est très charmant. Merci. Et mon fun fact, c'est que quand on me demande depuis combien de temps je suis en France, je ne sais jamais répondre parce que j'ai une relation très difficile avec la France et Paris spécialement. J'aime Paris et à la fois, j'ai toujours envie de partir d'ici. Donc, une fois que je suis pas à Paris, Paris me manque, la France me manque. Et quand je suis en France, j'ai très envie de partir. Donc, en fait, j'ai fait des allers-retours. Les derniers 10 ans, je fais toujours des allers-retours de 3 mois, 6 mois, 1 an parfois, des breaks où je n'étais pas en France. Et je ne peux pas répondre, en fait, depuis combien de temps je suis en France. Je ne peux pas. Je dois faire un calcul un jour ou l'autre. Pour l'instant, je me dis entre 5 et 7 ans de vie en France, pure France. Ça doit être ça. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette petite introduction. Et pour la petite histoire, tout simplement, on est collègues de travail depuis 3 ans. Et on a vécu tout ce qui est la pandémie à distance et ainsi de suite. Et puis, il y a eu d'autres événements dont on parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Donc, pour commencer, par rapport au pays dont on va parler aujourd'hui, c'est une chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Tu viens du Kazakhstan. Oui. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ce pays. Je trouve qu'en plus, c'est une super opportunité de parler d'un pays dont on ne parle pas tous les jours, une destination qui est quand même assez inédite. Donc raconte-nous, parce que là, tu nous as expliqué que tu as vécu en France, mais donc tu es née au Kazakhstan ? Je suis née au Kazakhstan, exactement, oui. Je vais vous raconter l'histoire du Kazakhstan qu'on connaît peut-être pas et on va pas trouver sur Wikipédia. Mais c'est une histoire importante, surtout pour moi parce que ça retrace l'histoire de ma famille et de mes ancêtres. Pourquoi est-ce que moi je suis allemande, mais je suis née au Kazakhstan? Ce pays-là était utilisé par les soviétiques comme une poubelle. On renvoyait tous les sujets de l'Union soviétique qui n'étaient pas confortables, qui n'étaient pas désirés et qu'on voulait pas. Donc, le Kazakhstan, surtout les steppes de Kazakhstan, ont été utilisées comme une décharge des humains qu'on renvoyait là-bas et qu'on laissait là-bas survivre. Voilà. Ceux qui ont survécu sont là, et ceux qui n'ont pas survécu, on ne saura jamais combien ils en sont. Mais c'est plusieurs millions.
Mes ancêtres n'étaient pas confortables pour les soviétiques, pour une simple raison que c'était des chrétiens et des Allemands. Les Allemands, être allemand et chrétien à la fois, à l'époque, était une condamnation. On t'est condamné à mort. Ou on te renvoyait dans Sibir, la Sibérie, le Kazakhstan, le nord du Kazakhstan, où il fait -50 l'hiver et +50 l'été. Donc, un pays voilà, qui a cette triste histoire, malgré les bons moments qu'on pouvait vivre là-bas en tant qu'enfant. Moi, pendant mon enfance, je savais toujours que le fait que je me suis retrouvée au Kazakhstan, les ancêtres qui se sont retrouvés au Kazakhstan, c'était parce qu'on n'évoluait pas de nous dans, voilà, dans l'Union soviétique. Et ça, c'est quoi? C'est tes parents qui te l'ont expliqué quand tu étais assez jeune? Non, non. Et ça aussi, c'est encore une page noire, en fait, dans les histoires familiales comme ça, c'est que très rarement, tes grands-parents ou tes parents t'en parlent parce que c'est dur. Voilà, c'est dur. C'est dire que on était chargés comme des bétails dans les wagons et de toutes les parties qui sont devenues russes ou qui étaient russes, enfin soviétiques à l'époque, on a renvoyé les gens, on a renvoyé des humains dans les steppes. On les déchargeait là-bas et on les oubliait. Voilà. Et je l'ai découvert beaucoup plus tard. En fait, j'avais déjà 25 ans, peut-être 23, 25 ans, Ah euh, oui, en Allemagne. Et c'est mon arrière-grand-mère qui m'a raconté en disant que voilà, elle va bientôt mourir et elle aimerait bien nous parler en fait de ces événements-là. Donc c'est comme ça que j'ai pu enfin comprendre comment ça se fait que il y a des Allemands, il y a jusqu'aujourd'hui des Allemands dans les steppes du Kazakhstan. d'accord. Donc il t'aura fallu attendre près de 25 ans en fait pour comprendre d'où tu venais. Oui. Tout ça parce que donc t'es resté combien de temps au Kazakhstan quand tu étais plus jeune? Je suis née dans les années donc 90, c'est la fin de l'Union soviétique. Et il y a beaucoup des Allemands qui ont quitté, qui ont enfin pu, parce que voilà, c'était la chute de l'Union soviétique, et enfin on les a libérés dans le sens propre. Les Allemands qui ont été les capturés des guerres, les voilà les Allemands les chrétiens aussi qui n'étaient pas bienvenus ont pu enfin changer de place, en fait changer de pays. Il y en a beaucoup qui sont restés au Kazakhstan, il y en a beaucoup qui sont retournés en Allemagne, au Canada, etc., etc. Donc en fait, dans les années 90, tous les Allemands que je connais en fait avaient un seul objectif, c'est d'avoir des papiers Pour enfin partir. pour partir. Et Mmh. moi, je suis donc restée 12 ans au Kazakhstan, le temps que mes parents fassent les papiers pour pouvoir partir en Allemagne. Voilà. Donc après, tu étais ado et tu as découvert la vie en Allemagne? J'ai découvert la vie en Allemagne, mais aussi j'ai compris que ma grand-mère qui parlait allemand, c'était en fait un allemand un allemand bizarre. Disons, enfin, c'était un dialecte. Voilà, c'était un dialecte qu'on parlait chez nous. Moi, je parlais déjà, enfin, je parlais allemand quand j'étais petite, mais en famille. Et c'était Plattdeutsch. Donc, c'était un dialecte on s'est parlé en famille. Et donc, il fallait apprendre l'allemand, le vrai allemand, Hochdeutsch, dès le début. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que là, tu as dit plein de choses, intéressantes pour le petit, point historique, on va dire. C'est vrai qu'il faut rappeler que le Kazakhstan, il est devenu en 1936 l'une des 15 républiques fédérées de l'URSS et comme tu le disais, il a fallu attendre le 16 décembre 1991 pour l'indépendance. Donc, comme tu viens de nous l'expliquer et c'est vrai que par rapport aux langues parlées au Kazakhstan, donc la langue officielle, c'est le kazakh avec cet alphabet cyrillique et le russe qui est la langue de communication. Donc, est-ce Oui. que toi, quand tu étais jeune, tu as appris à parler russe aussi? Oui, le russe et le kazakh. Je parlais assez bien le kazakh, surtout à l'école. On avait des cours, surtout en kazakh, quelques cours en russe, mais surtout en kazakh. Donc, quand je dis que je suis bilingue, c'est même pas par rapport
au fait que je parle et le russe et l'allemand, c'est surtout parce que quand j'étais à l'école, je parlais déjà et le kazakh et le russe à temps plein en cours. Et l'allemand. L'allemand à la maison, et c'était pas encore une fois de l'allemand, c'était un dialecte. Donc Oui. c'est très bizarre comme langue. Je ne sais même pas est-ce qu'on peut appeler ça langue parce que c'est vraiment un dialecte. C'est un allemand qui n'existe plus. Il y a vraiment plus beaucoup de gens qui le parlent. C'est presque mort. Voilà, cette langue. Ouais. Et du coup, après, comment ça se fait que tu parles français? Parce que peut-être que les auditeurs, auditrices vont se dire, mais elle parle combien de langues, Victoria? Elle a vécu dans plein de pays. J'ai appris le français à l'école en Allemagne parce que les Allemands sont très francophiles, malgré ce qu'on croit. Les Allemands adorent le français et c'est presque obligatoire à un moment donné ou l'autre dans ta vie à l'école de prendre le français comme une deuxième langue étrangère. Et ça a commencé donc déjà à l'école. J'étais assez douée. Je pense que une fois qu'on a commencé à vivre dans une famille qui parle une langue, mais finalement vit dans un autre pays où on parle une autre langue, mais ce pays-là, il est aussi bilingue. En fait, c'est parce que le Kazakhstan, c'est un pays bilingue. Il faut le dire comme ça. Et en fait, le cerveau d'un enfant qui vit déjà dans une situation comme ça accepte toutes les langues qui arrivent après. Mhm. C'est vraiment assez fluide. Donc, à l'école, tout le monde me disait, mais comment ça se fait que tu apprends aussi rapidement le français? Je dis, je sais comment faire. C'est peut-être comme Mhm. ça. Et Oui, parce que dès ton plus jeune âge, au final, tu as été amenée à parler plusieurs langues, donc ça a peut-être amené une certaine, je sais pas quel est le vrai terme, mais ouverture d'esprit, ouverture du cerveau pour, oui. oui, puis une certaine élasticité du cerveau. Tes neurones, ils comprennent tout de suite quand il faut parler une autre langue. Et justement, si on se repenche un petit peu plus sur donc le Kazakhstan, que tu nous en parles un peu plus. Donc tu l'as mentionné tout à l'heure avec les steppes, parce que c'est vrai que le Kazakhstan, c'est un pays de steppes, ça représente 26% du territoire. Il y a des déserts, c'est 44% du territoire, des semi-déserts, des forêts et des lacs. J'ai Ouais. vu qu'il y avait des photos de lacs sublimes, avec notamment, que je dise pas de bêtises, le lac Balkhash, qui est l'un des plus grands lacs d'eau douce. Et ce qui est assez particulier sur ce lac, donc corrige-moi si je me trompe, il est divisé en deux parties, avec une partie qui est salée et l'autre partie qui est d'eau douce. Oui, le lac Balkhash, c'est très beau, c'est unique, c'est un vrai bijou. C'est le patrimoine humain, en fait, c'est incroyable. Euh, Ça aussi a une histoire très triste. Je suis vraiment désolée, mais en fait, à chaque fois, je pense, quand je parle du Kazakhstan, je raconte beaucoup des histoires tristes, mais malheureusement, ça fait partie de l'histoire de ces pays. Donc, et aussi, je trouve qu'il faut en parler parce que ce Bien pays sûr. il a beaucoup souffert et il faut en parler. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé dans ce magnifique pays qui a un peuple kazakh tellement accueillant, tellement chaleureux. J'aime les Kazakhs, j'aime ce peuple et je trouve que c'est très injuste ce qu'ils ont dû souffrir, ce qu'ils ont dû endurer. Et par exemple, voilà, le lac Balkhash, à un moment donné, les Soviétiques ont décidé de faire des essais des bombes nucléaires dans les lacs du Kazakhstan. C'est pas vrai. Pourquoi dans le lac du Kazakhstan? Bah, parce que ouais, les Kazakhs, c'est un petit peuple. C'est un grand pays. C'est à la décharge quelque part par là. Donc, on peut y aller. On peut lancer une bombe nucléaire dans les steppes et faire des essais des bombes hydrogène, en fait, dans les lacs. Donc, malheureusement, oui, c'est un très beau pays avec une très, très belle nature, une très belle culture, une très belle langue, avec un peuple qui est très... qui a un grand cœur. C'est un peuple les Kazakhs ont dû accueillir des Ukrainiens, des Allemands, des Russes. Ils ont dû accueillir des criminels, les criminels soviétiques ont désigné comme des criminels. Et ce peuple-là, ils ont accueilli tout le monde et ont beaucoup aidé. Mes ancêtres sont vivants. Enfin, moi, je suis là et mes ancêtres ont survécu grâce aux Kazakhs, à ce peuple nomade qui recueillit tous ces gens-là dans les steppes, les amener en fait dans leur petit village. Et même si eux, ils n'avaient pas beaucoup à manger, en fait, ils partageaient. Et c'est très beau, je trouve, que dans leur existence,
à la terreur, à la dictature, était en fait de ne pas laisser ces gens-là mourir dans les steppes, dans dans la mesure du possible. Et je trouve que c'est beau. C'est vraiment beau, donc un grand cœur au Kazakh et à Kazakhstan. Bah, je comprends mieux, je comprends bien et justement pour revenir un petit peu sur tous ces paysages, toute cette steppe, ça a l'air, fascinant. J'encourage vraiment les gens à aller regarder, sur internet, des photos du Kazakhstan parce que si je peux me permettre la petite parenthèse aussi sur le podcast, certes, c'est pour donner envie aux gens de voyager, de s'évader, mais voilà, par rapport, on reviendra sur le sujet, pardon, dans un épisode plus tard. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas voyager tous les 3-4 matins par rapport à l'environnement, on peut pas prendre des avions tous les 3-4 matins. Mais on peut quand même voyager, voilà, à travers des podcasts, écouter, par exemple, donc l'histoire de Victoria, aller regarder des images sur le Kazakhstan. Et c'est vrai que c'est un pays que j'aimerais bien qu'on mette plus en avant parce que j'ai découvert des photos, mais juste splendides de paysages. Et toi, tu as grandi avec, donc certes, ce passé historique très lourd, tout cet héritage compliqué, on va dire. Et à côté de ça, une richesse, une diversité incroyable parce que tu me le redisais en off. Donc c'est le 9e pays le plus vaste du monde et tu m'expliquais, c'est 5 fois la taille de la France, donc c'est vraiment un pays immense. Il y a près de 6000 kilomètres de frontières communes avec la Russie et 1500 kilomètres avec la Chine au sud. Donc on est vraiment sur un pays hyper vaste qui est producteur de pétrole, de gaz. Donc voilà, toi, est-ce que tu as des souvenirs quand tu étais plus petite de justement cette steppe, peut-être avec des animaux sauvages Je sais qu'on parle beaucoup de l'aigle royal qui est un des symboles du Kazakhstan, qui est même sur le drapeau, si je ne me trompe pas. Donc est-ce que toi, tu as des souvenirs là-dessus? Oui, le Kazakhstan, c'est vraiment le pays des steppes. C'est tellement vaste, c'est tellement large que quelqu'un qui a habité en fait dans une ville ne peut même pas comprendre que dans la steppe, quand tu regardes vers l'horizon et tu vois l'herbe qui bouge avec les vents, tu as l'impression d'être en mer, que tu es vraiment dans les vagues de la mer et tu regardes comment ça bouge et ça apaise. On a l'impression d'être vraiment dans un immense, sur une planète immense, accueillant, grand et très, oui, très, très chaleureux. Ce que j'aime beaucoup aussi du Kazakhstan, c'est les montagnes. Donc, en fait, il n'y a pas que des steppes, mais il y a aussi les montagnes. Une des plus larges chaînes des montagnes entre la Chine et le Kazakhstan. Et là où je suis née, donc à Almaty, la capitale culturelle du Kazakhstan. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai regardé en face, il avait les montagnes, je tournais la tête et derrière moi, il avait cette magnifique steppe qui entourait la ville. C'était très beau. Vraiment, la nature, jusqu'aujourd'hui, je me rappelle toujours avec un grand plaisir à quel point le Kazakhstan est beau. Et la steppe, elle bouge, elle est vivante. Ce n'est pas elle est vivante. Il y a beaucoup des animaux, effectivement. Il y a aussi un animal que j'aime beaucoup, s'appelle saïgak. C'est une espèce d'antilope qui court très vite, très très vite. Et on dit que ceux qui ont pu apercevoir un saïgak dans leur vie sont très chanceux, justement parce que voilà, ça court tellement vite. Et j'en ai vu plusieurs fois en prenant le train et traversant la steppe des Kazakhstan. On en voit beaucoup ces saïgaks et c'est impressionnant. Le cœur, il bat tout de suite plus vite de joie quand on voit cette magnifique nature, quand on voit ces animaux sauvages rares, mais qui sont là, qui bougent, qui vivent et qui habitent cette steppe. Ça me vend tellement du rêve et de t'entendre en parler avec autant de passion. Et justement, est-ce que tu as pu y revenir depuis que tu as quitté le pays quand tu étais ado? Est-ce que tu as pu y retourner? Non, on n'a pas pu y retourner parce que une fois que les Allemands ont quitté le Kazakhstan, ils ont dû abandonner leur nationalité kazakh. C'est parce qu'en fait, c'était jamais notre nationalité. Ah oui. Au Kazakhstan, c'est pas le droit du sol, c'est le droit du sang. Donc, quand tu es né, on te donne certes un passeport, mais dans le passeport, on va écrire ta nationalité. Donc, en fait, si par exemple, toi, tu es né au Kazakhstan, toi, Camille, tu serais française.
On écrirait D'accord. dans ton passeport que tu es française parce que c'est le droit du sang et pas du sol. Donc, Donc toi, certes, tu es née avec un passeport allemand. allemand. Donc, une fois que tu quittes le territoire kazakh, dans notre cas, nous sommes arrivés en Allemagne, on nous a tout de suite changé les documents pour un passeport Ausweis allemand. Et depuis, je n'ai plus aucun droit de retourner au Kazakhstan, sauf comme un touriste quiconque. Donc, en fait, ça veut dire que je devrais faire un visa, les documents pour y aller, voilà, comme si je n'y suis jamais née en Kazakhstan ou jamais vécu au Kazakhstan. Et Incroyable. oui, et c'est loin, donc c'est 7 heures du vol. Si on prend un vol sans changement, donc 7 heures du vol direct, c'est très cher aussi d'y aller, et surtout que je n'ai plus personne là-bas. Ma famille est entièrement maintenant en Allemagne, donc si j'y vais, c'est vraiment pour faire du tourisme. Je- Ça paraît bizarre, mais voilà, mon pays natal, aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de liens parce qu'il y a juste plus personne que je connaisse qui vit. Mais Voilà, j'imagine que si l'opportunité se présentait, tu rêverais de retourner sur tes terres, on va dire. absolument. Et d'ailleurs, le 8 janvier 2024, ça va faire exactement 20 ans que ma famille et moi, nous sommes en Europe. Et je pense, je vais y aller l'été pour juste faire un hommage à ce pays 20 ans plus tard et remercier surtout cette terre qui, euh, qui a donné beaucoup de force, je pense, à mes ancêtres et à moi pour, voilà, 20 ans plus tard, d'être toujours là. Et je pense que le Kazakhstan, je le porte vraiment dans le cœur et j'ai très envie d'y retourner. Tiens. C'est super touchant. Merci beaucoup de livrer toute cette histoire. C'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autant derrière toute cette histoire. Donc merci vraiment de partager ça avec nous. Et qu'est-ce qui te manque peut-être le plus par rapport aux souvenirs que tu as de là-bas que tu regrettes de ce pays? J'aime le peuple nomade, les Kazakhs. J'aime leur authenticité. Et c'est ce qui me manque en fait, parce que je trouve que les Kazakhs ont gardé leur langue, ils ont gardé leur habitude, leurs rituels. Euh, ils ont donc la croyance musulmane, mais je trouve qu'ils ont beaucoup gardé aussi du chamanisme, de leur connexion avec la terre, avec les animaux, avec la steppe. Et c'est ça qui me manque. Le plus du Kazakhstan, ce qui me manque, c'est vraiment ces gens. Les gens kazakhs avec qui je parlais kazakh à l'époque. Et, bon, aujourd'hui, j'ai tout perdu, malheureusement, parce que quand on n'utilise plus la langue, en fait, elle se perd. Mais j'aimerais bien être aussi authentique comme eux. J'aimerais bien être aussi originale, résistante dans son originalité. Leur résistance à la terreur, leur résistance à la dictature était de rester eux-mêmes. Je trouve que c'est beau. C'est beau, en fait, de se dire oui, oui, tout le monde devrait être conforme à ce que dicte l'Union soviétique, mais nous, on va rester nous. On va rester le peuple kazakh original, authentique, comme ça. Et c'est très bien. Et justement, si on creuse un petit peu plus sur le peuple kazakh, je me suis renseignée un petit peu sur la cuisine. Peut-être que tu vas pouvoir nous en dire plus. J'aime bien avoir toujours ces petites touches de gastronomie. Donc, tu l'expliquais, c'est un peuple nomade avec donc beaucoup de bergers nomades. Et j'ai vu que la cuisine, c'était beaucoup de produits à partir, provenant de l'élevage. Donc peut-être que tu vas nous parler des quelques plats nationaux du Kazakhstan. Et j'ai vu aussi toute cette importance par rapport aux produits laitiers, au lait de jument fermenté. Alors je vais peut-être pas bien le prononcer, tu vas peut-être me corriger, le koumi. Koumès. Koumès. Mhm. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la gastronomie kazakh? Oui, alors, rien pour les végétariens. Tout de suite. Parce que ce peuple a vécu des siècles, des centaines et centaines d'années avec leurs animaux et avec une nature très dure à vivre. Donc, encore une fois, -50, ça va jusqu'à -50 l'hiver et ça devient très, très chaud, très, très chaud l'été. Donc, il faut vivre au cycle de la nature, au cycle de la vie.
Et les animaux font partie de ce cycle, font partie de cette vie. Et oui, ils mangent beaucoup des viandes. Des viandes des animaux qu'il élève et qu'il consomme pratiquement avec leur cycle des vies naturelles. Euh, Moi, je trouve que c'est juste. Dans leur façon d'y vivre, ça a un sens. Parce qu'ils ont aussi beaucoup de respect pour leurs animaux, ils ont beaucoup de respect envers la nature. Et c'est un peuple nomade. Ils peuvent pas juste se poser et faire un petit potager. C'est compliqué, surtout dans la steppe, quand il fait 50 degrés l'été. Je pense que les tomates poussent pas. Et c'est normal, en fait, que leur cuisine a beaucoup de viande, beaucoup de lait, effectivement, comment dire, dans le menu. Et c'est pas très diversifié, encore une fois, parce que c'est un peuple nomade. Donc, en fait, ils ont quelques plats nationaux qu'ils mangent pour les fêtes, qu'ils mangent pour les jours au quotidien, mais c'est à chaque fois avec la viande. Et le plus connu, c'est Beshparmak. Ouais, je suis contente que tu le prononces parce que j'aurais été incapable de le prononcer. Beshparmak, c'est un plat national qui est fait à la base de la viande du mouton et une pâte qui est faite maison. Donc, c'est des carrés plats, des pâtes, et on les cuit dans l'eau chaude. Après, on les enlève et avec la main, on prend le bout de pâte. Avec l'autre main, on prend un bout de viande, on le met par-dessus et on mange ça. Donc, d'ailleurs, les Kazakhs mangent avec les mains. Ils sont assis par terre, D'accord. ils mangent avec les mains. Oui. Ok. Et sur les autres plats, pardon, j'ai vu aussi les mantis, des espèces de... Comment tu dis, pardon? Mante. Mante. Sur ces petits chaussons de vapeur, un peu des gros raviolis garnis, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Et ça peut être garni de viande, ça peut être garni aussi avec les légumes. Par exemple, ma maman le fait aujourd'hui avec la courge et les pommes de terre. C'est super bon. Donc, pour les végétariens, il y a une option de les faire aussi juste avec les légumes. Et c'est effectivement comme les dim sum. Ça, ça, ça a un peu la forme d'un dim sum. La pâte est un peu différente, mais quand même, en fait, l'idée est là. Oui, et puis ça vient peut-être aussi de cette proximité quand même avec la Chine. Donc Oui. c'est drôle de voir que ça se retrouve un petit peu dans la cuisine. Et dis-moi, j'ai lu une information, tu vas peut-être nous confirmer si c'est vrai ou pas, que les repas se terminent souvent justement avec ce lait de jument et avec du thé aussi. Oui, alors effectivement, le lait donc est très important. Et là, vous allez rigoler, mais c'est pas du lait de vache. C'est le lait de cheval, De la jument en fait, oui. jumeau. Oui. Et c'est très bon pour la santé. Ça a un goût au début surtout très bizarre. Les touristes européens ou américains qui goûtent ça pour la première fois disent que comment on peut boire ça, c'est horrible. Mais c'est pas vrai, c'est très bon et surtout c'est donc fermenté. Ça a 1 ou 2 degrés d'alcool. C'est comme ça, voilà. C'est tout le monde boit ça, les enfants, les adultes et tout. C'est un Ok. peu alcoolisé, mais vraiment pas plus de 2 degrés. Et c'est des probiotiques naturels, ce qui est très important dans la steppe, bien évidemment. Et aussi, je ne sais pas comment on peut prouver ça scientifiquement, mais ça rafraîchit l'été. Donc, ça aide l'organisme humain de perdre quelques degrés de chaleur. C'est comme ça. Ok. C'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Ce peuple-là, il a survécu grâce à ce lait, les chaleurs incroyables pendant le mois d'août, quand la steppe elle devient couleur cuivre, tellement le soleil brûle. Mais ce lait-là, il rafraîchit et ça aide vraiment de survivre à la chaleur. Incroyable. Et du fait que tu parles de cette chaleur et de ce froid, ça me fait penser aussi, quand on pense à ces pays comme le Kazakhstan ou même l'Ouzbékistan, je rêverais de
visiter aussi l'Ouzbékistan. J'avais vu, alors bon, c'est pas une grande fierté, mais je regardais l'émission Pékin Express et je crois que c'était il y a 2 ans, ils avaient parcouru justement tout ce qui est l'Asie centrale avec l'Ouzbékistan et on voyait beaucoup de yourtes. Est-ce qu'il y a des yourtes justement aussi au Kazakhstan? Est-ce que toi, je sais pas, vous habitiez peut-être en ville ou plus dans la nature avec les yourtes? Comment ça se passe? Alors oui, les yourtes, c'est normal de les voir. Encore une fois, quand on traverse le Kazakhstan pour aller d'un point à l'autre, forcément, on traverse la steppe. C'est comme ça, ce pays, il est énorme. Et quand on dit, ah oui, je vais aller visiter ma famille, mes copains à côté, c'est à côté à 300 km, 400 km, c'est un peu normal en fait pour les distances du Kazakhstan Je d'avoir reviens dans 3 jours. d'avoir des voisins qui, oui, qui sont à quelques centaines de kilomètres de chez toi. C'est normal. Et donc, à chaque fois que tu traverses la steppe, forcément, tu vois les yourtes. Et oui, j'ai déjà passé quelques jours dans une yourte. Donc, je dormis dans une yourte, tout simplement parce que le train s'est cassé. Euh, oui, ça arrive. Et le temps qu'on le répare, tout le monde était déchargé du train dans la steppe. Et les Kazakhs, ce peuple qui est tellement accueillant, on dit aux femmes avec les enfants de rejoindre Aoul. Aoul, c'est un petit village. Et dans ce petit village, il n'y avait que des yourtes. Et en fait, ils ont accueilli les femmes avec les enfants, enfin, ceux qui avaient vraiment besoin de repos et d'avoir quelques jours de... Non, pas quelques jours, c'était quelques heures, mais quand même du repos. Donc, j'ai eu de la chance que ma maman avait ma sœur qui était un bébé. Et donc, nous trois, ont été accueillis par des inconnus dans une yourte. On nous a donné un peu à manger. On nous a donné un kurpeshka. C'est un tapis sur lequel nous sommes allongés et on passait quelques heures juste au calme pour voilà, pouvoir se recharger et attendre que le train soit réparé. Donc, voilà. Donc ça rejoint beaucoup ce que tu nous expliquais sur leur chaleur humaine, cet accueil qu'a ce peuple en fait. Oui, ce peuple-là a euh, c'est un proverbe qui dit que un hôte, un invité, il est roi. Donc en fait, c'est n'importe qui est un invité. Donc à partir du moment où tu fais pas partie du village, mais tu te retrouves là-bas, tu es un invité, on va te donner la meilleure place dans la yourte, du thé, et le peu qu'il y a à manger, c'est toujours pour le hôte. C'est comme ça. Et c'est incroyable. J'ai déjà vécu ça moi-même. Je sais comment c'est boire du thé, 10 litres et 10 litres, 10 litres du thé. C'est du thé noir avec du lait. Et il y a même aussi une tradition, c'est du lait salé. C'est-à-dire qu'on ajoute un peu du sel dedans, thé noir avec du lait et du sel. Encore une fois, ça aide à survivre l'hiver et l'été, mais c'est comme ça. C'est une spécialité kazakh. J'adore. Et dis-moi, pour conclure cette partie sur le Kazakhstan, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de découvrir ce pays ou est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou est-ce que tu as envie de justement pousser encore plus les gens à venir découvrir ce pays? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices? Absolument y aller. N'est surtout pas avoir des préjugés que, ah oui, c'est dangereux, ah, je ne sais pas, c'est tellement loin, on connaît pas. C'est pas dangereux. Vraiment, les Kazakhs, le peuple kazakh, les gens qui vivent là-bas sont pas dangereux. Ils sont même très accueillants, très chaleureux. Encore une fois, ils sont très aimables, donc il faut surtout pas avoir peur d'y aller. Allez-y au mois de septembre. Septembre, c'est vraiment le meilleur mois pour découvrir le Kazakhstan parce que fait plus aussi chaud qu'en mois d'août et aussi il fait pas froid. Pas encore parce qu'au mois d'octobre d'habitude il commence déjà à neiger donc vraiment le mois de septembre c'est parfait. Et goûtez s'il vous plaît, goûtez à ces pastèques et ces magnifiques melons qui à offrir le Kazakhstan. C'est le soleil dans un fruit. Et c'est tellement bon, c'est tellement goûteux et juteux. C'est le meilleur, vraiment, moment pour y aller. Découvrir l'Asie centrale, le Kazakhstan en particulier, est une chance,
Donc, donnez-vous cette chance, donnez-vous cette possibilité d'aller sur les sentiers qui ne sont pas encore battus. C'est très original et je pense que ça va donner vraiment des souvenirs que vous allez garder à vie. Des beaux souvenirs. Ben, merci. Promis. Et pour la petite transition, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu me disais que le peuple kazakh, avait ce côté très résistant de par son passé, que les Kazakhs, avaient une certaine personnalité de super forte, et je me suis dit, mais je commence un peu plus à comprendre pourquoi tu as été aussi forte ces dernières années. Je me demande si ça ne vient pas justement aussi de ton héritage culturel, parce qu'on ressent vraiment cette force aussi dans ta personnalité, parce que pour cette transition sur la partie plus bien-être du podcast, le bien-être, ça passe aussi par la prévention et la sensibilisation. Donc, je tiens beaucoup à remercier Victoria, et je suis tout émue de le dire, de vouloir bien partager avec nous son parcours de ces dernières années, qui a été quand même assez plus qu'intense, on peut le dire, pour qu'on puisse parler de prévention et de sensibilisation. C'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, parce que je trouve que c'est aussi important par rapport aux écoutes que j'ai sur ce podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent, et même pour les hommes qui écoutent, justement, on va parler donc du cancer du sein. Parce que on est encore au mois d'octobre, donc c'est pour ça aussi que c'est important pour moi qu'on sorte cet épisode à temps par rapport à toute la prévention qu'il y a sur le mois d'octobre. Et je pense que c'est un sujet qui touche aussi bien les hommes que les femmes, parce que par exemple, j'aspire à ce que par exemple les hommes qui écoutent ce podcast puissent aussi parler de prévention, de sensibilisation à leur mère, à leur sœur, à leur épouse, à leur compagne, qu'on puisse diffuser aussi ce message de prévention et ce message d'espoir aussi, parce que, comme on le disait en off, on va parler de bien-être parce que ce qui t'est arrivé t'a permis de voir un peu les choses différemment, et de maintenant aujourd'hui focaliser encore plus sur ton bien-être, et je trouve que c'est une source d'inspiration. Donc encore une fois, merci beaucoup de bien vouloir parler de tout ça avec nous. Est-ce que, si c'est ok pour toi, et tu me dis à n'importe quel moment s'il y a des sujets ou des questions qui ne te conviennent pas, comment ça s'est passé en fait? C'était quand est-ce que tu as découvert que tu avais du coup un cancer du sein? Alors, j'avoue que pour moi, le cancer des seins ou le cancer tout court, était un inconnu, un terrain complètement inconnu. J'ai jamais eu dans la famille, Dieu merci, dans mon entourage proche, quelqu'un qui avait le cancer. Donc n'importe quelle forme de cancer. Donc bien sûr, quand on entend toujours quelqu'un qui a eu un voisin, une cousine qui a eu un cancer. Donc c'est toujours loin et on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Faux. Ça peut aussi arriver à nous ou à quelqu'un de nos proches. Moi, ça m'est arrivé donc au mois de février 2021. J'étais sous la douche, en train de me savonner, quand j'ai senti un nœud dans le sein. Vraiment D'abord, je pensais, pour l'anecdote, je pensais que c'est un bout de savon qui est collé, qui est resté collé, et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'en fait il s'en va pas. Et là, j'ai regardé plus bas et je comprends que non, en fait, c'est pas du tout un bout de savon, une petite boule dans le sein. C'est un nœud dans le sein. Autopalpation, auto, comment dire, écoute de soi-même, et surtout, oui, il faut vraiment faire la prévention et commencer par soi-même, se toucher et essayer de se sentir. Est-ce que je sens quelque chose dans les aisselles, dans mon sein, etc. Donc, c'était vraiment juste un petit nœud, mais j'ai eu tout de suite l'idée d'aller voir un médecin. Donc, pareil, n'est pas attendre que ça devienne plus grand, n'est pas attendre le bon moment pour aller voir un médecin. J'ai contacté mon manager et je lui ai dit que demain matin, je ne suis pas là parce que je vais voir mon gynéco. Point. Ce n'est pas oui, mais demain, j'ai des rendez-vous éventuellement la semaine prochaine. Tout de suite. Un cancer n'attend pas. Oui. Si vous sentez un nœud, une boule, n'importe quel endroit dans votre corps, c'est jamais bon. Une boule, un nœud, il faut tout de suite aller voir le médecin pour n'importe quelle raison. Même si c'est un fibrome, même si c'est quelque chose de bénin, il faut quand même le surveiller, le consulter. Donc, le lendemain, j'étais déjà chez la gynéco, et qui m'a prescrit une biopsie. Pareil, la biopsie qui était dans 2 jours.
Donc, le plus rapidement possible, une biopsie, prélever les cellules et voir est-ce que c'est bénin ou est-ce que c'est bénin. Et dans mon cas, c'était pas bénin. Donc, même pas une semaine plus tard, je savais que j'ai un cancer du sein. Et là, l'aventure commence à chercher le bon organisme, le bon médecin, le bon chirurgien, l'hôpital qui nous convient, etc. Et là aussi, je veux encourager absolument les femmes de choisir son médecin, de choisir son hôpital et se donner en fait cette possibilité que dans le malheur, trouver la force de ne pas juste faire quelque chose par défaut, mais choisir l'équipe qui va nous accompagner pendant cette aventure. J'appelle ça comme ça. On n'y peut pas guérir dans un hôpital qui nous déprime. On n'y peut pas guérir avec un chirurgien, avec un oncologue à qui on ne fait pas confiance. C'est comme ça. Donc, on a le droit de dire à cette équipe-là, je ne fais pas confiance ou je fais moins confiance. On a le droit de dire cet hôpital ne me convient pas parce que ça me déprime. On a le droit. S'il vous plaît, les filles, les femmes, on a le droit. On a le droit de dire je veux changer, je veux aller à l'autre bout de la ville, à l'autre bout du monde, trouver l'équipe, le médecin, les chirurgiens, l'hôpital qui me convient. Moi, je changeais 3 hôpitaux, enfin 2, et c'est le 3e, l'Institut Marie Curie, où je pu guérir, vraiment entouré de ces médecins, entouré d'un hôpital qui est joyeux, qui donne la joie, qui donne l'espoir, et c'est important. Je trouve que c'est important, vraiment, c'est dire que seulement parce que j'ai eu mon ordonnance dans tel hôpital, ça ne veut pas dire que je suis condamnée à être soignée dans ce... Parce que ça, c'était fondamental pour toi tout au long de ce processus, parce que tu es passée par, malheureusement, par toutes les étapes, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que tu vas mieux et que, on l'espère, tout ça, c'est vraiment terminé et comme tu dis, cette aventure est finie. Mais tu as fait vraiment attention à te sentir bien avec tes décisions, bien dans ton corps, être à l'écoute de ton corps, j'imagine aussi. Oui, oui, et surtout aussi, j'ai fait plusieurs avis. J'ai cherché plusieurs avis. Ça aussi, nous avons le droit à ça. C'est un droit humain d'avoir plusieurs avis. C'est mon corps, c'est ma santé et c'est aussi ma décision. Comment est-ce que je vais me faire soigner? Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui me paraît pas évident, mais je me suis renseignée sur le parcours des soins que je vais devoir traverser. C'est vraiment un parcours. Donc, il y a un protocole, mais il y a plusieurs façons de suivre ce protocole. Et par exemple, en Allemagne, donc je suis partie en Allemagne pour voir comment est-ce que les médecins allemands feront donc le soin que j'avais besoin de faire. Et après, je le comparais à ce que les médecins français me proposaient. Et une fois avoir eu 3 avis différents, j'ai pu mettre en place la façon qui me convient le mieux à moi. Et j'ai vu beaucoup de filles qui, malheureusement, aujourd'hui, sont plus là et qui se plaignaient des médecins, qui se plaignaient de l'hôpital, qui se plaignaient en fait de la façon que le soin a été fait. Et justement, aujourd'hui, elles sont plus là. Et je me dis, en fait, c'est une bataille pour la vie et la mort. Donc, si je dois faire cette bataille, je veux la faire à ma façon. Je veux la faire à la façon qui me convient le mieux. C'est un droit et c'est aussi une chance d'être en France. C'est une chance d'être en Europe où on peut se permettre de choisir sa bataille. Donc voilà, c'est encore un encouragement de faire face à cette maladie, faire face aux soins qui sont liés à cette maladie, mais c'est dire que tout en étant malade, je ne suis pas bête, je ne suis pas réduite à quelqu'un en fait à qui on va imposer quoi que ce soit. J'ai le droit de choisir, j'ai le droit de m'informer, j'ai le droit d'être informée et je vais faire le soin de la façon qui me convient mieux à moi. Et c'est pour ça que là, je disais, ça
Ce côté battante, c'est juste incroyable chez toi parce que comme tu le dis, tu voulais t'écouter, peu importe ce qu'on te disait dans les hôpitaux, en fait, tu te fiais à ton instinct, à ce que te disait ton corps et ton ressenti. Et j'aimerais bien revenir justement, tu parles de l'Institut Marie Curie, j'ai trouvé, quelques données sur leur site. Donc faut rappeler qu'il y a quand même 1 femme sur 8 qui est concernée par, les cancers du sein. C'est plus les années passent, plus les chiffres sont malheureusement, alarmants. Il y a eu plus de 61 000 nouveaux cas en 2023, dont 12 000 décès, parce que c'est le premier cancer et la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur cet aspect, prévention et sensibilisation. Il y a 5 à 10% des cancers du sein qui sont d'origine héréditaire. Donc toi, c'était pas ton cas. Il y a des causes où, voilà, des cas où on ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, ça peut être lié à une surconsommation d'alcool, à du surpoids. Il y a plusieurs origines, mais la plupart des cas, on ne sait pas. Et après, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même 88% de taux de survie à 5 ans. Donc, se dire que voilà, il y a de l'espoir. Tu es le premier exemple de, voilà, si on s'écoute, si on fait attention à bien choisir ses hôpitaux, à bien choisir ses médecins, on peut s'en sortir aussi. Oui, il faut surtout pas perdre le courage, il faut pas perdre l'espoir parce que oui, c'est une maladie qui est dure, c'est une maladie qui est dure à vivre, qui est dure à soigner, mais la médecine, elle ne reste pas sur place. La médecine avance, les chercheurs avancent. Un grand merci à tous les chercheurs, à tous les chirurgiens et les oncologues qui m'ont accompagné dans cette aventure. Surtout les chercheurs qui, tous les jours, euh, font le sacrifice à chercher comment est-ce qu'on peut soigner cette maladie mieux, encore mieux et encore mieux. Et je trouve que c'est les héros de nos jours parce que effectivement cette maladie-là, on peut pas dire que c'est que les femmes âgées, que les femmes en surpoids, que les femmes qui mangent mal, les femmes qui font pas du sport, pas du tout. Ça aussi, c'est malheureusement un préjugé en fait que tout le monde pense oui, mais vu que je mange bien et je fais beaucoup de sport et ça va pas me toucher. Encore une fois, je suis le meilleur exemple à dire que j'ai toujours fait attention à ce que je mange. Depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, je faisais attention à ce que je mange, ce que je bois. Je ne suis pas en surpoids, je fais beaucoup de sport. Il y a personne de ma famille qui a eu un cancer. Et à même pas 30 ans, à 29 ans, je me suis retrouvée avec un cancer du sein. Donc, il faut surtout pas le prendre sur soi et dire que moi, j'ai fait mal quelque chose dans ma vie pour avoir le cancer. Non. Non, c'est une maladie qui vient comme ça. Ça peut arriver à un enfant, ça peut arriver voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il faut surtout pas penser que c'est parce que je fais quelque chose de très mal dans ma vie que ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Il faut avoir du courage, de l'espoir, suivre ce que disent les médecins, mais surtout s'écouter soi-même. Oui, je pense que c'est un super beau message à transmettre et j'allais te demander, est-ce que justement tu as pris conscience de tout ça, que tu avais besoin de plus t'écouter? Est-ce que tu as eu peut-être des prises de conscience pendant cette aventure? Oui, absolument, oui. C'est une chance. Moi, je vois le cancer comme une chance de s'arrêter pendant 1 an et demi. C'était voilà, forcé. J'ai dû m'arrêter dans tout ce que je faisais, dans tous les domaines de ma vie. J'ai dû faire une pause. Et cette pause-là, on peut l'utiliser pour se plaindre, s'asseoir dans son coin et pleurer. C'est pitoyer soi-même, dire ah le pauvre, la pauvre. On peut prendre aussi ce temps-là pour se redécouvrir soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans cette vie? Si je dois mourir, qu'est-ce que je vais penser en étant allongée comme ça dans mon sarcophage? À quoi je vais penser? Qu'est-ce que je vais me rappeler le plus? Quel moment de ma vie va me venir dans ma tête en mourant? Et c'est triste de se dire que il avait peut-être pas grand-chose en fait de quoi se rappeler. Heureusement que c'est pas mon cas parce que j'ai fait des beaux voyages, je me suis créé des beaux souvenirs et c'était un soulagement. Je me suis dit tant pis, je vais mourir, mais j'ai vécu une super vie. J'ai vécu
en 30 ans de bonheur, j'ai vécu 30 ans d'aventure, de joie de vivre, de la vie, de la vraie vie. Et il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là d'essayer de le dire. Donc, créez-vous des souvenirs pour que quand vous mourrez, de toute façon, on va tous mourir, bah, la vie, elle était là pour quelque chose. Pas gaspiller pour voilà, des moments tristes ou comment dire, de la défaite. On peut, d'ailleurs, on a ce choix de se dire comment est-ce que je vais mourir avec un sourire ou en pleurs. Moi, j'ai décidé que même si je dois mourir, je vais sourire. Pouf, quelle leçon tu me laisses plutôt sans voix et comment rebondir après ça? Peut-être nous dire justement maintenant dans ton quotidien, donc est-ce que ça y est, j'imagine que tu dois continuer peut-être de temps en temps des examens pour, t'assurer que tout va bien? Oui, les examens qui sont comme des petits rappels, des petits piqûres de rappel. À chaque fois, c'est demander est-ce que je vais dans la bonne direction. Donc, chaque décembre où je dois faire le PET scan, c'est aussi comme un petit résultat de l'année qui est passé et j'ai le droit de regarder pas qu'à l'intérieur de moi est-ce que j'ai plus de métastases et est-ce que je suis en bonne santé, mais aussi regarder en arrière. Il y a encore une année qui est passée, encore une année que j'ai vécue sur cette terre. J'ai eu de la chance de vivre sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait cette année-là? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Qu'est-ce que je vais améliorer? Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc, c'est vraiment une chance à chaque fois de retourner à l'hôpital, faire cet examen-là et aussi c'est donner le temps à faire un examen pour soi. Et pendant cet an et demi où j'ai pu redécouvrir moi-même, j'ai découvert aussi une activité bien-être que je vais conseiller à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, n'importe qui peut la faire. C'est le crochet. J'adore parce que je vous cache pas que quand Victoria m'a dit: «J'ai envie de parler de crochet», je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on va aller raconter sur le crochet?» Eh bien, figurez-vous, enfin Victoria va vous l'expliquer avec ses mots, j'ai découvert mais tellement d'aspects sur le crochet que, bah, je suis conquise. Je te laisse la parole Victoria pour nous expliquer parce que c'est donc quelque chose qui t'a accompagnée, toute la durée de ton traitement, que tu as mis en place assez rapidement? Oui, alors, les chimios, c'est long. On est allongé dans un espèce de lit, sous la perfusion et il faut s'occuper pendant 3, 4, 5, parfois 6 heures. La lecture, à un moment donné, ça fatigue et en fait, moi, j'ai commencé à chercher une occupation qui pouvait occuper mes mains. Surtout parce que, voilà, c'est dur d'être allongé longtemps et j'ai découvert le crochet. Le crochet qui permet d'occuper les mains, l'esprit, vider la tête et aussi créer avec ses propres mains quelque chose de beau. Compris que le crochet, ça calme aussi. Ça donne un sens à 6 heures ou 5 heures qu'on passe dans un lit d'hôpital et on ressort de là-bas avec un petit porte-clés, avec des petites chaussettes, avec un bonnet. Donc, on peut choisir les couleurs. Moi, j'aime beaucoup faire les choses qui sont bien colorées, avec beaucoup de couleurs joyeuses. Et oui, le crochet, c'est aussi un bien-être pour les neurones dans le cerveau parce que la chimio, elle tue malheureusement aussi les cellules du cerveau. Donc, les neurones qui ont été créés quand on était petit, surtout entre la partie gauche et la partie droite du cerveau, disparaissent avec la chimio. Et il faut faire des efforts pour les recréer. Pour recréer les neurones, donc c'est n'importe quelle activité comme la lecture ou apprendre une langue, c'est très bien. Mais par contre, après, il faut connecter le cerveau, donc la partie droite du cerveau et la partie gauche du cerveau. Il faut créer les neurones, le schéma des neurones, en fait, entre les deux parties du cerveau. Pour le faire, il faut occuper les deux mains à la fois. Donc, la main droite qui va représenter la partie gauche du cerveau et la main gauche qui représente la partie droite du cerveau. Pour le faire, le crochet est parfait parce que comme ça, on utilise les deux mains et donc on facilite
la communication entre les deux parties du cerveau. Donc, une occupation, un hobby incroyable, utile, très réconfortant et surtout très, comment dire, utile à notre cerveau. Donc, je conseille vivement et j'espère que ça va aider à quelques gens à se redécouvrir soi-même. Gratuit, plein de tutos gratuits sur YouTube. Donc, il faut même pas dépenser des fortunes pour apprendre à crocheter. Tout est sur YouTube. Moi, j'ai jamais pris des cours de crochet. J'ai vraiment appris ça avec le YouTube. Oui, voilà, j'allais te demander comment tu as appris. En fait, tu as appris sur le tas comme ça avec des vidéos. Oui, vidéo YouTube. Incroyable. Et justement, quand j'ai fait quelques petites recherches, comme à mes habitudes, j'ai vu que c'était l'une des formes d'artisanat textile les plus anciennes, parce que les origines remontent à l'Antiquité et en fait, les premiers crochets étaient fabriqués à partir d'os, de bois et de coquillages. Donc c'est pour ça que ça rend la chose difficile à dater avec précision, en fait, à quand ça remonte le crochet. Mais après, voilà, par exemple, dans les années 1960, avec le mouvement hippie, le crochet s'est énormément développé et même de nos jours, on voit, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, les amigurumi, ces petits animaux en peluche, en crochet. Déjà, moi, je me dis, ça serait mon premier petit challenge, d'arriver à faire un petit animal comme ça. Effectivement, tu l'expliquais, enfin, tu l'as pas expliqué, mais il y a plusieurs techniques. Est-ce que toi, tu as une technique de crochet spécifique? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait tout un tas de techniques différentes dans le crochet. Je peux pas te le dire. Je ne sais pas. Toi, c'est le basique, en fait. Le basique, je fais les amigurumi, effectivement, j'en fais beaucoup. Mon préféré, d'ailleurs, si tu veux un cadeau, je pourrais te l'offrir. C'est un petit Yoda et je l'offre en disant et que la force soit avec toi. Oh, C'est beau parce que c'est vraiment un tout petit porte-clés bébé Yoda qui donne de la force, enfin, qui souhaite à tout le monde d'avoir beaucoup de force. trop mignon. Et c'est vrai que pour avoir vu tes créations, moi, je sais déjà que je vais aussi te commander, je précise, une housse d'ordinateur. Enfin, tu fais des choses incroyables. Et c'est vrai, comme tu l'expliquais, donc pour rappeler, donc il y a la réduction du stress et de l'anxiété parce qu'il y a ce rythme régulier du mouvement des crochets, la concentration requise pour suivre le motif précis. Ça améliore la concentration aussi parce que tu dois donc te concentrer sur les détails, les instructions, c'est vraiment un certain exercice mental. Ça soulage aussi la douleur chronique parce qu'en fait, ça va servir de distraction par rapport aux souffrances et en fait, l'activité cérébrale et cette activité créative va aider à réduire la perception de la douleur. Donc ça, je trouvais ça intéressant et puis ça s'applique pour plein d'autres activités manuelles. Ça booste la créativité, comme tu l'expliquais. Il y a aussi ce sentiment d'accomplissement quand tu as réussi à faire que ça soit un bonnet, un petit porte-clés ou même une housse d'ordinateur, ça apprend la patience, ça réduit de l'ennui et ça développe des compétences manuelles que tu peux, comme tu me le disais, trimballer partout parce que on pourrait se dire oui, mais il y a aussi la poterie où on travaille les deux mains, mais en même temps, comme tu me disais, on va pas se trimballer avec sa poterie en plein métro. Métro, Thalys, enfin le train ou l'aéroport, l'avion. Pour ceux qui souffrent d'anxiété dans les avions, au moment du décollage, faire un petit amigurumi, ça peut vraiment aider à juste décrocher, à décrocher de ce qui se passe autour de toi. C'est À décrocher. petit jeu de mots. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration pour les nouveaux modèles? Tu vas trouver tout ça en ligne, j'imagine? Oui, et j'ai ma belle-fille qui a 10 ans, qui est vraiment une machine à inspiration parce qu'elle elle a toujours des idées en fait de ce qu'elle aimerait bien avoir comme un jouet, qu'est-ce qu'elle aimerait bien avoir comme porte-clés. Et elle m'aide beaucoup à comprendre. Trop mignon. Oui, qu'est-ce qu'un petit jeune, un enfant d'aujourd'hui aimerait bien avoir. Voilà, c'est elle ma source d'inspiration. Trop mignon. Bah, écoute, merci pour ce petit tips et c'est vrai que j'encourage les gens à pourquoi pas nous partager leurs créations si vous vous lancez dans le crochet, à nous montrer tout ça. Et dis-moi, on arrive vers la fin de l'épisode déjà. Je sais on avait envie de parler de millions d'autres sujets, mais ça sera peut-être l'occasion de refaire un épisode plus tard parce que
je tenais juste à le mentionner que aussi ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est que depuis ton aventure, j'aime bien qu'on appelle ça une aventure, tu fais énormément de bénévolat et ça me bluffe tout ce que tu fais avec, je remettrai le lien du Secours populaire de Paris. Si tu peux peut-être nous dire 2-3 petits mots dessus avant qu'on termine l'épisode. Oui, alors le fait de parler le russe m'aide en ce moment beaucoup pour aider les gens qui sont réfugiés ukrainiens et qui parlent le russe aussi, pour les accompagner justement dans les hôpitaux et les traitements médicaux. Donc le fait que le cancer m'a appris un énorme vocabulaire, enfin, une liste des vocabulaires, tout ce qui est médical. Je peux aussi donc le traduire maintenant du russe en français et du français en russe. Ça aide certains réfugiés dans leur visite obligatoire ou visite médicale qu'ils doivent faire ici en France. C'est ça, c'est-à-dire que maintenant ton bien-être passe aussi par celui des autres. Je trouve ça admirable que tu y consacres autant de temps. Donc si ça aussi, ça peut encourager des personnes dans l'audience à se dire tiens, ça fait un moment que j'ai pas fait de bénévolat, pourquoi pas me relancer là-dedans, au-delà du crochet et de toutes ces activités-là. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ton coup de cœur du moment? Est-ce que peut-être un livre, un film? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec l'audience? Oui, j'ai un livre en ce moment que j'aime beaucoup aimer, qui commence comme le podcast par un sujet très triste et un peu déprimant, mais ça termine sur la joie de vivre. Le livre s'appelle Le corps n'oublie rien, The Body Keeps Score. C'est Bessel van der Kolk, l'auteur, et c'est un livre sur le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme. Et pareil, comme avec le cancer, on pense à chaque fois que le traumatisme, ça arrive qu'aux autres. Ça, moi, traumatisée, mais non, pas du tout. C'est toujours les autres qui sont traumatisés. Et moi, pas du tout. Et ce livre-là, il explique qu'en fait, chaque être humain est traumatisé par un sujet ou l'autre dans sa vie. Notre corps s'en rappelle. Même nous, dans notre conscient, peut-être on se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé quand on avait 25 ans, 2 ans, ou même un bébé. Le corps se rappelle et malheureusement, le corps subit les conséquences en fait de ce traumatisme. Comment est-ce qu'on peut s'aider et comment on peut guérir? Ce livre-là, il est magnifique. Super, merci, je le mettrai dans les recommandations et Et toi, c'est quoi ton coup de cœur des moments? écoute, moi, pour cet épisode, je vais parler d'un podcast qui me plaît énormément. Ça s'appelle Bliss Stories par Clémentine Gallet. C'est un podcast sur la maternité. Donc, autant te dire que de mon côté, ça ne me concerne encore pas du tout, mais c'est vrai que j'ai tellement de copines qui sont mamans. Voilà, ça nous concerne quand même plus ou moins tous. Et c'est des histoires sur la maternité qui sont... tu peux avoir l'histoire d'une dame qui a dû accoucher chez elle dans l'urgence, l'histoire d'une dame qui a accouché à New York. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'histoires sur la maternité qui sont assez incroyables. Et même si je suis pas concernée à l'heure actuelle, je me dis ça me servira peut-être pour plus tard. Et ça aborde toujours plein d'aspects fascinants. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur du moment et je mettrai la petite référence dans l'épisode. Donc encore merci Victoria pour d'avoir accepté mon invitation. C'est passé beaucoup trop vite. On avait encore des sujets pour tenir, je pense, encore 1 heure ou 2. Oui. Donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté de raconter ton histoire, parce que parler d'un pays c'est bien, mais des fois c'est vrai ça n'a pas toujours à être hyper joyeux. Il faut parfois être réaliste et ne pas négliger l'histoire d'un pays. Donc merci beaucoup d'avoir pu partager ça avec nous. J'espère que ça a donné envie aux auditeurs, aux auditrices de découvrir ce pays, d'en apprendre un peu plus sur l'Asie centrale. J'espère aussi qu'on aura réussi à grâce à toi, à véhiculer ce message de prévention, de sensibilisation. Donc, s'il vous plaît, toutes les femmes, même les hommes qui écoutent ce podcast, de vraiment pas négliger cet aspect-là, de penser à l'autopalpation. Donc, il y a même de plus en plus d'influenceurs qui se mettent à poster des vidéos sur comment faire une bonne autopalpation. Ne pas oublier ces rendez-vous chaque année chez la gynéco.
Oui. À partir d'un certain âge, ne pas oublier tout ce qui est mammographie. Vraiment, vraiment, comme le disait Victoria, c'est fondamental. Donc, j'espère qu'on aura réussi à porter ce message de prévention ensemble. Et puis, pourquoi pas le crochet, hein se lancer dans des activités manuelles, comme le disait Victoria, par rapport à notre cerveau. C'est hyper important de continuer à stimuler tous ces neurones et puis de stimuler notre créativité, notre bien-être. Donc voilà, encore merci Victoria. Je suis vraiment très touchée que tu aies accepté cette invitation. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas d'aller sur le compte Instagram Good Visa Podcast où je partage justement les références des épisodes, des petits clins d'œil et ainsi de suite. Donc voilà, merci Victoria et merci à tous. Merci Camille. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.